Assalamu alaikum pour un nouveau numéro du podcast de GoMyTech. On reçoit aujourd'hui avec nous Kerim Koundi pour parler de l'ère post-Covid, ce qui nous attend aujourd'hui après le Covid en termes de technologie. Bonjour Kerim. Bonjour Essine, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors la première question, si vous pouvez vous présenter aux personnes qui vont regarder ce podcast. Oui, très bien. Donc, merci tout d'abord pour cette invitation dans les locaux de GoMyCode que j'apprécie beaucoup. Alors je me présente, je suis Kerim Koundi, je suis associé du cabinet Deloitte. Donc je suis basé à Tunis et je pilote toutes nos activités au sein de Deloitte Afrique dans le secteur des télécoms, de la tech et du digital au niveau de la région de l'Afrique francophone. Donc ça c'est un peu mon rôle, donc on intervient dans un certain nombre de missions de conseil pour le secteur public et aussi le secteur privé, dans toute la région sur tout type de sujets, les stratégies digitales, les évolutions tech, gérer tous les programmes de mise en œuvre des systèmes d'information, des solutions digitales. Donc à la fois le secteur privé et aussi le secteur public. Voilà. Et puis en parallèle, donc, je suis très actif aussi au niveau de l'écosystème, au niveau de l'écosystème d'innovation et aussi des startups Tunis, mais pas que, puisque je pilote aussi nos activités de conseil au niveau de l'Afrique centrale, donc le Congo, le Tchad, le Cameroun et le Gabon. Donc je suis aussi très actif à développer cet écosystème de la tech et de l'innovation au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale francophone. Voilà. J'ai eu notamment l'occasion, donc là, vu que notre sujet c'est la Covid et le digital. Tout à fait. J'ai eu vraiment le privilège et l'honneur d'être assez actif lors de la première vague, la première vague où les gens ne savaient pas ce que c'était la Covid et quelles étaient les incidences. De présider ce qu'on appelle le comité mixte, donc le comité mixte public-privé, société civile avec les bailleurs de fonds, au niveau du ministère d'éthique FITONS. Et le but de ce comité, c'était vraiment de piloter, de bien structurer toutes les idées et toutes les initiatives liées au l'écosystème d'innovation FITONS. Je ne sais pas quand d'accord, mais il y avait une sorte de foisonnement, plein d'idées de l'écosystème des startups, pour essayer d'aider par le digital à mieux gérer la crise de Covid FITONS. Donc on avait mis en place ce comité où il y avait des représentants du ministère de la Santé, des représentants du ministère d'éthique, bien sûr, du secteur privé, de l'écosystème dans les startups, aussi les bailleurs de fonds. Et l'idée, c'était vraiment essayer de créer un pipe et de le canaliser, de bien le structurer, de lui donner les moyens et surtout faire la connexion entre les besoins d'Alidar et toutes les idées matérielles de MGI. Voilà, donc c'est ça vraiment. Donc pour moi, c'était une formidable expérience. Je pense que c'était l'une des expériences les plus impactantes depuis 20 ans. Et entre autres, le projet, la mise en place de la Digital Wallet, donc le portefeuille digital, qui a permis de résoudre un gros problème de différentes files d'attente dans le versement dans les aides sociales FITONS. Un projet qui a été fait en 3 semaines. Alors qu'en normal, ça devrait prendre beaucoup plus longtemps. 2-3 ans. D'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à le faire. Donc ça a été fait en 3 semaines. Et je pense comment ça a été fait et quelles ont été les raisons. Je pense que c'est ce qu'on va discuter, Lyon. Tout à fait. Je pense dans la suite. Donc, si je comprends bien, la Covid-19 a eu du bon en quelque sorte, non? Exactement. En fait, je dis toujours, c'est un sorte de cercle, vertueux qui s'est mis en place, où la Covid était au service du numérique, mais aussi le numérique a été au service de la Covid. Donc ça a créé ce cercle-là, qui a été très intéressant, même si c'était pendant la phase du Covid, mais le vrai enjeu FITONS, c'est comment arriver à bien capitaliser sur ce fonctionnement à l'ISAR et sur ce catalyseur pour qu'on puisse le pérenniser. C'est vraiment l'enjeu, c'est ça en fait. Surtout la première vague, d'une part, l'IDAR donc elle a ouvert les portes à toutes les idées parce qu'on était dans un mode de survie en fait. Et l'instinct de survie, c'est le principal vecteur de l'innovation. Ça c'est le cas. Donc ça c'est la nature de l'être humain. C'est souvent dans les temps de guerre, etc., où les principales innovations, c'est surtout les guerres mondiales, etc. Et c'est les militaires, en fait, qui étaient toujours à l'origine des télécoms, de Internet, etc. Et les Covid, c'est ça, en fait. C'est cet instinct de survie qui a permis de changer les façons de travailler,
Et donc, pour revenir à ta question, en fait, la Covid a été vraiment un vrai en fait, catalyseur. Hein. Et le numérique a été au service de Covid aussi, à travers toutes les solutions en fait, digitales. Et donc, ça a impacté un certain nombre de choses, que ce soit Felidar, hein, l'importance de la digital Felidar, l'importance de la digital pour l'entreprise, pour le commerce, pour l'économie, etc. Donc, on pourra en parler un peu plus dans le détail. Ou aussi toutes les énergies qu'il y a et toutes les compétences qu'on a fait tous en termes d'écosystème, de start-up et en fait, d'innovation. Hein, il suffit de libérer les énergies pour voir vraiment tout le potentiel qu'on a fait tous. Comme j'interviens beaucoup dans l'Afrique. Et vraiment, l'écosystème qu'on a, il est hyper dynamique et intéressant. Mais il faut vraiment avoir le cadre qui permet encore de stimuler, de financer, d'aider, avoir des mécanismes qui soient propres à cet écosystème et pas utiliser les mécanismes en fait, classiques de cadre juridique, de financement. Donc on a fait déjà des pas là-dessus, avec le Startup Act. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour vraiment passer le palier des bateaux. D'accord. Est-ce que tu penses que cette évolution, tu parlais d'une évolution qui a eu lieu notamment au niveau de 3 axes, l'administration, l'écosystème des entreprises et les startups, est-ce que tu penses que ça va être périn ou là c'est juste une évolution qui est juste dans un temps précis, on va revenir à un qui est classique juste éphémère. Exactement. Ouais. C'est une très très bonne question. Justement, c'est la question qu'on s'est posée à Waqta. Avec M. le ministre d'éthique, Sifad El-Kraïm, justement, on s'est posé la question, est-ce que ça va être juste une simple parenthèse ou bien et si ce n'est pas le cas, comment mettre tous les moyens et tous les efforts pour qu'on puisse en fait, pérenniser cette expérience intéressante. Je pense, personnellement, on a toutes les chances pour qu'on puisse en fait, pérenniser ça. Déjà, la partie Mtalidara, j'ai appelé ça la parenthèse du Covid. Je l'ai appelé en une phrase la chute du mur de Berlin. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que ce mur en fait, ne revienne pas. Ou je l'ai appelé en fait, spécifiquement la chute du mur de Berlin parce que le mur de Berlin, c'est un peu ça. Et ça permet justement de rassembler toutes les forces dans les deux Allemagnes à l'époque et en faire vraiment une vraie en fait, puissance. Donc la chute du mur de Berlin, le mur en fait, qui fait ch'tar. On s'est retrouvé dans un terrain de jeu où les procédures, les achats publics, puisque toutes les prestations étaient en mode free. Oui. Donc ça, c'est une chose. Donc ça nous a permis d'avoir cette expérience, de faire des choses digitales en faisant totale abstraction des procédures d'achat, des appels d'offres qui durent des années, etc. Donc ça, c'était la première expérience. Maintenant, Nescol vraiment pris conscience que ça fait une différence. Maintenant, des projets, ça peut être fait en 2-3 semaines, comme le cas du digital. Et avoir un impact sur la vie du citoyen. Il y a un impact kbir. Un impact kbir, important. Donc, c'est la chose l'oule. La chose deuxième, c'est on peut faire des solutions à très fort impact, avec très peu de moyens, avec des solutions qui peuvent être implémentées dans des durées très courtes, 2-3 semaines, avec une méthode itérative, sans avoir besoin. La tendance fait l'idée, tiens, l'un de ces services publics en ligne, j'ai besoin du système d'information qui est prévu d'être développé, qui est dans un projet qui va durer 3 ans, dans le schéma directeur de je ne sais pas quoi, etc. Alors que ce qu'on a découvert, c'est que le déploiement, les services digitales, ça nécessite une méthode totalement en fait, différente du déploiement des gros systèmes d'information internes à l'IDAR. Toute la couche d'interopérabilité ou l'infrastructure, etc. Ça peut se faire totalement parallèle. La partie service, ça peut se faire en mode agile, avec des POC, etc. On peut lancer plein de choses en attendant que la cheminée d'un système d'information qu'elle se mette en place Felidara. Il n'y a pas une dépendance binette. On va dire qu'elle est faire intégrer. Donc ça veut dire qu'il faut gérer Digital Felidara, c'est 2 streams. Les services, avec une méthode qui est très très différente, où le modèle c'est vraiment d'être force de proposition mais l'écosystème des startups. Donc il faut trouver le cadre pour ça, où les startups y jouent les idées, et les startups Covid et trouver un cadre pour ça.
La Banque centrale, depuis elle a créé le concept de la sandbox. Ouais, tout à fait. La sandbox qui est en fait traduction en fait, littérale, c'est le bac à sable. Elle a créé ça pour la fintech, ouais, la Banque centrale. Maintenant, on a besoin de la sandbox de l'État. Et c'est un projet qui est en cours justement suite à la Covid. Hein. Donc c'est l'un des projets qui sont fusées artétiques, c'est de créer la sandbox de l'État, donner un espace de jeu et un terrain à toutes les startups. Ils gèrent les solutions, ça peut être sous forme de challenge, etc. Il y a plein de concepts. Hein. Il y a les bailleurs de fonds type la GIZ, etc., qui sont aussi à fond là-dessus. Et c'est ce qu'il faut en fait. Lyoum, pour moi, c'est la suite pour qu'on puisse en fait pérenniser cet aspect-là et ne plus avoir ce mur de Berlin qui sont en place. Et en parallèle, il y a aussi le ministère d'éthique qui est en train de travailler sur ce qu'on appelle le concept qu'on a appelé le Tech for Tunisie. Oui. Donc la technologie en fait, pour la Tunisie, qui peut être en fait, déclinée en Tech for Health, en Tech for Industry, en Tech for Education, etc. Autour de ce modèle-là. Vraiment en faire une vraie activité avec un modèle de fonctionnement qui est totalement différent et en fait disruptif par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est un peu, c'est génial. Pour résumer, l'impact digital fait l'IDARA et en fait grâce au Covid. D'accord. Ah. C'est prometteur, on va dire, toutes ces activités, toutes ces actions qui vont être mises en place. Mais par rapport à l'écosystème des entreprises, quelles sont les observations que tu as pu avoir un petit par rapport à ça? Alors, ce qu'on a vu, j'aime bien toujours les métaphores. Donc, sur le volet entreprise. Il n'y a plus de mur de Berlin, là. Hein? Là, il n'y avait pas de mur de Berlin. Là, on ne parle pas de mur de Berlin. Là, je l'ai appelé la découverte de nouveaux sentiers battus. D'accord. L'entreprise, elle avait son chemin, qui est le chemin classique, l'entreprise classique, où le digital, c'est surtout pour optimiser les opérations internes, pour faire des économies de coûts, et c'est plus de support. D'accord ? Le Covid, ce que l'a apporté, je prends un exemple simple qui est tout le développement de l'e-commerce, les ventes en ligne, etc., qui ont fait une croissance de plus que 40%. Donc en termes de nombre de ventes, hein, durant la phase low dans le Covid. Donc ça a permis à beaucoup d'entreprises de découvrir, entre guillemets, le monde de l'e-commerce, que finalement, ça permet de changer les modèles business et pas que faire des économies de coûts et faire du support. Donc avoir des modèles business jdod, d'entrer dans des marchés jdod, avoir des types de clients jdod et même vendre des produits jdod. Et ça, c'est grâce au canal digital. Et ça a été aussi découvert pendant le Covid. Alors, mais les entreprises qui étaient en fait déjà prêtes pour l'e-commerce, elles ont pu profiter. Tout à fait. Et prendre une longueur d'avance en fait très importante. Et les autres ont essayé de se rattraper. Donc c'était un véritable fait, catalyseur. On le voit à l'activité de conseil. Il y a plein d'entreprises et de groupes aujourd'hui qui nous sollicitent pour mettre en place tout le canal de l'e-commerce avec tous les processus autour, réfléchir à de nouveaux marchés. Et ça, c'est par le digital. Ou même aussi les PME, hein, etc. Donc ça, c'est intéressant. Je crois que c'est la découverte de nouveaux sentiers battus et qui a ouvert la porte donc à cet aspect-là, qui est surtout au niveau de l'e-commerce, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le paiement digital, qui est aussi un moyen en fait formidable. Donc on l'a vu avec les aides sociales. C'est juste un petit bout, mais ça ouvre la porte. Depuis la Banque centrale et le ministère d'éthique et la Poste, ils sont en train de réfléchir à comment développer tout ça, le rendre plus industriel et faire vraiment le paiement électronique un véritable levier fitoun, décacher, intégrer tout le secteur de l'informel, le nombre de cases derrière, ça ouvre des portes énormes. Ouais. Et le paiement digital aussi, un point important. On a pu aussi confirmer durant le Covid que l'argument là on ne fait pas de digital, il n'est pas éduqué, etc. Ça, c'est totalement faux. On peut faire du digital de l'enfant jusqu'à la personne âgée, au sein de toutes les catégories sociales. L'apprentissage digital, une fois qu'on a l'intérêt, les gens vont apprendre. Et on le voit d'ailleurs en Afrique, mobile payment. Oui. La petite commerçante de 75 ans, Lidbir Fulhams, dans un marché, elle se fait payer le mobile. Elle n'a pas forcément été éduquée, il faut le macteb, etc.
Mais une fois qu'on a de l'intérêt, alors on va dire que... Ça arrive. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote dans le même sens racontée par l'un des cofondateurs de Kaun. Quand il était parti au Kenya, il sortait d'un hypermarché, il y avait un mendiant qui lui demandait quelque chose. Quand il voulait lui donner de l'argent, il lui dit non, sur mon téléphone. Tu me fais un virement avec le téléphone. Je l'ai vu à Rwanda. J'étais impressionné à Rwanda. Il y avait des bonhommes sur des mobilettes avec un dossard à l'opérateur télécom. Et c'était un distributeur du billet, mais à travers le mobile. Tu as sur le téléphone et il vous donne le cash. C'est un DAB mobile en fait. Et on le trouve en face du marché, en face de partout. Et ça, c'est encore un domaine. Le fait que le Tunisien soit peu bancarisé, enfin pas l'ensemble de la population aujourd'hui est bancarisée, est-ce que ça pourrait poser problème par rapport à ça? Justement, je pense que c'est une véritable opportunité. Le mobile payment, c'est ce qui permet de faire intégrer et faire de l'inclusion financière à toutes les populations justement qui ne sont pas en fait bancarisées. C'est ça en fait tout l'intérêt. Et donc ça permet d'augmenter le taux de bancarisation d'une manière en fait très importante et surtout faire de l'inclusion. Et qui dit inclusion financière et numérique, derrière ça veut dire l'inclusion en fait économique et sociale et qui est l'un des enjeux en fait majeurs de l'Afrique lui. Donc les startups dans tout ça, comment est-ce qu'elles ont contribué? Est-ce qu'elles ont profité? Est-ce qu'elles n'ont pas profité par rapport au Covid? Alors, par rapport au Covid, sûrement. Elles étaient vraiment au centre de développement du numérique et du digital pour les besoins de la crise. Mais ça a permis aussi de les sortir de l'environnement de terre et de voir la valeur de ce qu'elle apporte, en fait. De voir toute cette énergie qui a été vraiment libérée dans ce cadre-là. Et voir le potentiel derrière. Il y a une sorte de prise de conscience aussi par rapport à ça, que finalement, l'écosystème des startups, ce n'est pas des jeunes qui sont dans un coin et qui s'amusent pour faire des startups, etc., au sein de plusieurs incubateurs, etc., mais qui a une vraie valeur ajoutée et qui apporte des solutions très fort impact dans des délais en fait, hyper réduits. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est tout le concept qui est Tawik, on commence à le voir un peu partout, que ce soit l'IDAR ou au niveau des entreprises. Ce qu'on appelle le concept de l'innovation, l'innovation frugale. Donc l'innovation frugale, c'est un schéma en fait, inversé. Dans le process en fait, d'innovation, où la start-up, elle vient en tant que force de proposition, l'idée, elle est validée en fait, par le client, donc c'est un schéma Blacks, et c'est des solutions qui sont faites avec très peu de moyens, dans des délais en fait, très courts, en mode agile et en fait, itératif, et avec un impact en fait, très fort. Ça, c'est un concept qui est en train de se généraliser, et pas qu'au niveau de l'écosystème des startups, mais même dans les grosses entreprises, donc Apple, Amazon, etc. Au niveau de Google, c'est au centre de leur culture, en fait. Donc cette innovation en fait, frugale. Et ce qu'on a vu avec le Covid, c'est ça. Et on a pu avoir cette prise de conscience pour voir vraiment, il y a un nouveau mode de fonctionnement et qui apporte beaucoup plus de valeur en peu de temps et surtout avec très peu de moyens. Et ça, on a beaucoup de besoin de ça, plutôt que faire de la littérature et faire des appels d'offres. Le temps, je sais que l'appel d'offres déjà au Kharj Solution. Donc c'est ça et même aussi pour essayer de cadrer le besoin, etc. Donc ce qu'on a découvert, c'est ça. Et ça, c'est très important parce que ça permet de connecter l'écosystème ADER. Donc avec le marché. Le marché, avec l'IDARA, qui pour moi, le numérique fait l'IDARA dans tout pays, c'est la locomotive, le développement de l'innovation au numérique fait le bled. C'est ça qui va tirer. Les projets, avoir une sandbox de l'État, ça peut ouvrir en fait des portes kbar. Ou fait l'économie Z. Une fois que l'économie qui a pris conscience que le digital, c'est pas que du support, mais c'est aussi c'est de faire plus de revenus, ça ouvre cette porte-là. Plus on a de la concurrence, plus on a besoin en termes d'innovation. Et donc ça permet de connecter. Donc cette connexion aujourd'hui, je pense qu'on n'est qu'au début. L'enjeu interne à Fitounes, puisque là on parle de l'écosystème, donc là on est plus sur une logique comment développer cette industrie. L'économie, c'est plus comment on fait développer les usages dans le numérique.
développer l'industrie, l'enjeu c'est qu'on ait un marché صغير على الاخر. Donc les startups, quel que soit le business plan, ça va rester sur des montants rares, relativement. Et donc on ne pourra pas attirer les VC, donc le venture capital. Et c'est le principal mécanisme de financement en fait, dans les startups. On est sur des tickets rares. Tout à fait. Ou d'ailleurs, c'est le cas de toute l'Afrique francophone. D'accord. C'est une somme de pays rares. Ou un chiffre intéressant qui chauffe le montant, tu as les VC. Tu as tous les investissements, tu as les VC, tech, dans toute l'Afrique. 97% de ce montant, il me dans principalement en fait, 3 pays. L'Afrique du Sud, au niveau du Nigeria, au Kenya. Et les 4% qui restent, c'est les miettes qui restent pour tout le reste. D'accord. Ou le choix du Kenya, Afrique du Sud, Nigeria s'explique par quoi? Bon, Nigeria, c'est le plus grand pays en termes C'est la taille de marché. C'est la taille du marché. C'est la taille de marché où le monde anglophone, il y a beaucoup plus d'intégration au niveau régional entre les pays. Et c'est ce qui nous manque. Avec Alech, je veux arriver à ce point. Si on veut passer le next level, le développement de l'industrie du numérique c'est que par l'intégration en fait, régionale au niveau de la région interne, au nord avec l'Afrique subsaharienne, avec tous les accords qu'il y a aujourd'hui, le COMESA, la zone africaine en fait, de libre-échange, etc. Ce qui est intéressant en fait numérique, c'est qu'il n'y a pas finalement de frontières entre les pays. Pour livrer un service, un développeur de gaming, il peut développer tout le petit lapin, un jeu, pour un client de gaming au Japon. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant en numérique pour nous, faire de l'export, et ça permet d'avoir une sorte d'expansion de marché qui est finalement en fait, sans limite. On est vraiment dans le vrai en fait, village global. Et c'est ça vraiment l'enjeu majeur Fitoun, c'est comment rendre le marché tunisien se développer en fait, à l'export. Il y a 3 ou 4 en fait, startups qui ont vraiment été sur cette logique-là. Il y a même aussi pas mal d'entreprises flighty. Je prends le cas de Vermec qui est vraiment la success story dans ce cas de figure. L'enjeu Fitoun, c'est ça. C'est comment mettre en place l'environnement qu'il faut au niveau financement, au niveau logistique, au niveau juridique, toute la réglementation de change, le PayPal, tous les sujets qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est hyper important aujourd'hui. Sinon, on va juste amuser la galerie. On aura une multitude d'incubateurs. Il y a certains qui disent qu'on a plus d'incubateurs que de start-up qui arrivent à grandir. Mais ça, c'est bien. Alors, ça permet de lancer la dynamique. Autour, elle est assez avancée dans ça. Mais Lyon, c'est assez bridé par la taille du marché. D'accord. Donc, et pour ça, c'est l'environnement qu'il faut mettre en place. D'accord. Mais là, on vient de faire un petit état des lieux de ce que ça a été la situation Covid et post-Covid immédiat. On va faire un petit peu des projections. Lyon, on voit ce qu'on voit principalement, en tout cas à Hakane Fitoun, c'est la fintech qui est en train de monter, qui est très à la mode. Les services aussi, qui sont très très présents au niveau du digital. Qu'est-ce que le Covid peut apporter de plus par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, dans le post-Covid, ça va devenir une réalité avec laquelle on va vivre, ces fintech-là, ces services digitaux-là, ou est-ce qu'on va voir émerger peut-être d'autres types de services digitaux qui vont venir aider aujourd'hui et l'économie et la population? Là, sûrement, la fintech, c'est l'un des axes. Et c'est un choix aussi mené par le gouvernement à travers notamment les sandbox. Et le fintech, c'est un facilitateur digital. C'est l'un des facilitateurs. Une fois qu'on a le paiement digital, tu peux faire des transactions digitales de bout en bout. Tu fais un bout, mais finalement, il faut que tu aies ce qui est le cas à Lyon. Donc en fait, c'est lui qui est au centre pour le développement de tous les autres. Voilà, c'est ça. Donc ça permet vraiment de faire du vrai digital de bout en bout, que ce soit dans l'économie ou dans l'idar, etc. Donc ça, c'est clé. Maintenant, si tu veux le permettre, je me projette à 30-40 ans. D'accord. Et ça, c'est pas important. Donc la tendance mondiale, c'est quoi? C'est la nouvelle forme d'économie, qui est l'économie de partage. C'est la nouvelle révolution industrielle, donc la révolution 4, la 4.0. Si j'essaie de la résumer, en gros,
machine dans une nouvelle forme d'économie, où il n'y a plus le consommateur d'un côté et le producteur. Zouz, finalement, ma frontière binêtre. Moi, je produis et tu consommes en même temps. Et aussi je consomme. Moi, Tanji a 2-3 exemples pour essayer d'illustrer. Donc, il n'y a pas besoin de produire Barsha. Il n'y a pas besoin de produire des masses pour pouvoir en fait, réduire les prix. C'est une règle économique. L'impression 3D, tu peux produire un produit qui est totalement en fait, personnalisé pour un client. L'économie plus le produit est personnalisé pour un client, plus il sera cher et plus le délai en fait, il sera important. Donc la règle là. L'impression 3D, par exemple, tu peux faire un produit totalement en fait, personnalisé, mais vraiment, tu peux faire une porte avec le profil MTR qui est produit localement en 2-3 heures, Furo de 6 mois, avec un prix qui est encore qui est même plus bas que le porte classique que tu vas acheter en fait, dans un magasin classique. Et c'est un shift énorme. Il y a des règles économiques barres ou l'économie de partage. Le consommateur il à un autre, donc le P2P en fait, ce qu'on voit sur les différentes plateformes où finalement c'est cette plateforme de partage qui sont les fondements en fait, de cette nouvelle économie. Donc je pense sur cette base-là, ce qui se passe aujourd'hui, la partie Facebook, etc., le producteur, c'est aussi le consommateur. Donc, c'est moi qui produis et c'est moi qui va aussi consommer le contenu. Il n'y a pas de producteur qui parle de contenu. Finalement, si on transpose ça à d'autres secteurs, puisque ce qui va se passer, c'est ça, en fait. On parle maintenant des 3 Internets. Donc l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, qui est en fait l'Internet de l'information, le Facebook, les réseaux sociaux et toutes les plateformes digitales. Ce qu'on dit dans les 30-40 ans GI, il y aura aussi l'Internet de l'énergie. D'accord. On va tous produire de l'énergie, solaire, ce qu'on appelle les réseaux intelligents, où il n'y aura plus l'opérateur national électrique, ce sera des petits réseaux qui seront le col connectés. On le voit à Lyon solaire. Demain, le solaire, ça va être un mainstream. Ils vont produire. Ils vont consommer une partie, ou le donc je serai à la fois le consommateur et le producteur. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'Internet du solaire. D'accord. Il y aura aussi des clouds solaires, où il y aura des gens qui vont vendre des plaques de solaire. Maintenant, je peux acheter une plaque et investir dans une plaque solaire en fait au Japon, parce qu'il y a un cloud là-bas. Et c'est le même cloud qu'on a ici en plus. Si on fait le parallèle, le cloud qu'on voit dans l'informatique, demain il va être au niveau solaire. Donc on va avoir des clouds solaires où c'est des privés qui investissent. Un opérateur national. Donc c'est ce qu'on appelle l'Internet de l'énergie, qui est exactement le même fonctionnement que l'Internet de l'information qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'autre Internet, c'est l'Internet de transport. Pareil, on estime que dans 30-40 ans, la production et la fabrication de 40 à 50%, parce qu'il y aura plus de partage de transport. Là, pareil, je suis le producteur et le consommateur. Et grâce à la connexion, on va tous vivre en fait, dans un village global, et je peux trouver la personne qui pourra me transporter d'un point A à B, grâce à ces plateformes. On le voit aujourd'hui, location de voitures. Il y a le cas de la start-up tunisienne qui a mis à disposition la location de voitures dans le matar. Donc, c'est le cas typique. Le monde de demain, c'est ça. Le transport va être totalement en fait, partagé. On le voit aujourd'hui en Suède, je crois. Suède, ils sont en train de faire une sorte d'expérience où, au niveau en fait, de la capitale, le Balédé, elle fournit un service de transport au mode d'abonnement fixe. Tu demandes d'aller d'un point A à B, où le Balédé, elle va t'assurer via les plateformes digitales, voilà, du point A à B, il y a un tronçon de train, et elle te garantit le transport, en fait, le transport en mode service. D'accord. Donc le transport en fait as a service. Et ça, c'est le deuxième Internet du transport. Okay. Alors là, je parle de l'énergie du transport. Quand tu vois l'historique, toutes les en fait, révolutions industrielles, les 2 secteurs qui ont fait le passage d'une industrie à une autre, c'est l'énergie au transport. C'est le pétrole, c'est le nucléaire, c'est tout ce qui est en fait, électronique, c'est El Karaba qui est passé de la machine à vapeur, etc.
Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers ça. Donc, si je résume la tendance à 30-40 ans, même si ça peut paraître futuriste, mais c'est en train de se passer tard. Alors, même si on ne se rend pas compte, c'est les 3 Internets du futur. Ouais. Parfait. Juste une toute dernière question. On voit ces dernières années, les évolutions technologiques sont quasi quotidiennes. Ça avance à un rythme effréné. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peur d'une certaine forme de lassitude ça va trop vite, non? Ouais. Je peux commencer par une citation d'Einstein. Il dit que le jour où la technologie va dépasser l'homme, on va se retrouver avec une nouvelle, génération d'imbéciles heureux. Et donc toute la question, ce qu'on appelle la technocratie. Est-ce qu'au doit toute l'intelligence qu'on est en train de mettre sur la machine, est-ce qu'elle va rendre l'homme moins intelligent, ou est-ce qu'elle va plutôt l'augmenter? Il n'y a pas de réponse. Et c'est plus philosophique, mais c'est hyper important. Soit on va se retrouver dans un monde où c'est la technologie qui va faire la dictature. Demain, on peut voir un juge et il comme alors que c'est un robot. Et c'est déjà le cas dans certains États aux États-Unis qui utilisent une intelligence artificielle pour statuer. Donc là, on parle ici, il y a tout un domaine qui est ce qu'on appelle la morale algorithmique, la morale de l'algorithme. Le carab qui est totalement autonome. Donc, carab dit que tu as un accident. Je suis le responsable. Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il est snarl carba? Est-ce que l'algorithme bidou? Est-ce que l'algorithme bidou? Quelle est la morale de l'algorithme? Et c'est une question on ne sait pas si le monde va aller la techcratie. Ou l'homme sera plus intelligent et plus augmenté parce qu'il y a des tâches basiques qui seront faites par la machine. C'est un domaine, peut-être il faudra peut-être une émission. On peut parler de beaucoup de choses, de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est un débat qui est aujourd'hui ouvert. Voilà, ouvert. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Plaisir. Tout le plaisir était pour nous. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Go My Tech. À très vite.